Merci beaucoup. Bonsoir aussi de mon côté. C'est un grand plaisir de pouvoir être ici, d'être invité pour cette conférence. Ouais, de vous introduire un peu dans le monde des forêts protectrices. Peut-être pour préciser, je vais vous montrer des résultats de la recherche plutôt au Valais, parce que les résultats du Vaud ne sont pas encore, pas encore finis. Et je vais aussi vous donner un aperçu général des forêts protectrices. Je suis collaboratrice scientifique à l'Haute École appliquée, comme vous avez dit, et je vais aussi vous montrer un peu comment on travaille dans la recherche. Oui, et vous entendez, je suis de Lucerne originalement, donc désolée pour mon français, mais je suis sûre qu'on va se comprendre. Ouais, vous peut-être connaissez tous cette vue des forêts au-dessus de Château-Chinon. Vous, en particulier, vous connaissez très, très bien. Peut-être vous y passez régulièrement sur l'autoroute ou dans le train. Ces forêts, elles sont toujours là, sans grand changement. Et si on y passe, on ne se rend peut-être pas compte de quelle importance, de quelle valeur ces forêts sont pour nous. Ces forêts nous protègent contre les dangers naturels, comme vous avez déjà dit, comme les chutes de pierres, par exemple, mais aussi des autres dangers comme les glissements du terrain ou les avalanches. Et ces forêts ici à Wetto ne sont pas les seules. À Montreux, dans la région de Montreux, environ 80% de la commune de Montreux ou des forêts de la commune de Montreux ont un rôle protecteur. Et exactement de ces forêts, j'aimerais vous parler aujourd'hui. Comme j'ai déjà dit, je vais tout d'abord introduire un peu ce que c'est cette forêt protectrice. Après, vous donner aussi un aperçu de la recherche et finalement, j'aimerais encore toucher cette thématique du changement climatique. En Suisse, les forêts de protection ont une très longue importance et une très longue tradition. Déjà au Moyen Âge, on a commencé à protéger des forêts qui ont été surexploitées à cause du bois de feu, par exemple. L'exemple le plus célèbre est peut-être le Bannwald à Andermatt, qui a été protégé déjà en 1397. Mais aussi ici, dans la région de Montreux, les forêts ont été exploitées beaucoup jusqu'à la guerre. Et c'est pourquoi, ou c'était une raison pour laquelle il y avait aussi beaucoup de catastrophes naturelles comme des crues. Et du coup, on a commencé, dans toute la Suisse, on a commencé de protéger ces forêts pour maintenir leur effet protecteur. Du coup, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une forêt protectrice. On parle d'une forêt protectrice si on a un danger, par exemple une falaise où il y a des pierres qui tombent ou une pente raide ou des avalanches peut déclencher. Et si on a une forêt qui peut protéger contre ce danger, mais il faut aussi des infrastructures, des habitations, des dégâts potentiels contre lesquels cette forêt protège contre les dangers. En Suisse, environ la moitié de la forêt a un rôle protecteur. Juste quelques nombres pour démontrer que ces forêts protègent plus que 7000 hectares de zone d'habitation, nombreuses routes et plus que 130 000 bâtiments. Et comme j'ai déjà dit, aussi dans la région de Montreux, il y a
une très grande partie des forêts protectrices. C'est toute la partie verte sur cette figure. En Suisse, dans les Alpes en général, ces forêts de protection protègent contre plusieurs de dangers naturels comme les avalanches, les glissements du terrain, les chutes de pierres et aussi les crues. Et comment elles font ça? La forêt a une influence positive sur la structure du manteau neigeux, par exemple, et comme ça, elle peut retenir la neige dans les couronnes et empêcher la formation d'une couche très régulière du neige qui peut après déclencher comme avalanche. Les arbres également renforcent le sol avec les racines, et donc ont une influence positive sur le régime hydrique qui peut empêcher les glissements du terrain. Et avec cette influence positive sur le régime hydrique, les forêts ont aussi une influence positive contre les crues, peuvent même réduire la fréquence et l'intensité des crues. Et finalement, comme on a déjà mentionné avant, les arbres aussi réduisent l'énergie des blocs ou peuvent même les arrêter. Et donc réduire la probabilité d'atteinte d'un bloc qui déclenche d'une falaise. Pour montrer un peu qu'est-ce que ça peut dire et aussi où les limites d'une forêt sont, j'aimerais bien vous montrer ce vidéo d'un chute de pierre ou chute d'un éboulement plutôt à Evelyn, au Valais. J'espère que ça marche. Ça, c'est la partie de la falaise qui déclenche. Et maintenant, vous voyez les blocs, les plus grands blocs en bas. Il entre la forêt maintenant. Et finalement, non, pas encore. Je pense que c'est un premier bloc et il y a une autre partie qui part encore. Je pense maintenant il a arrêté. Ouais, vous avez vu, ce sont des blocs énormes dans cet exemple et il détruit tous les arbres, mais quand même aussi dans ce cas, les arbres ont quand même freiné ce bloc. Et si la forêt ou la longueur est assez, une forêt peut quand même avoir un effet significatif sur un tel bloc. Mais c'est clair qu'il y a aussi un dégât
après, parce que tous les arbres ont été détruits. Les forêts de protection sont une partie essentielle dans la gestion intégrale des risques. Tout d'abord, c'est toujours l'aménagement du territoire qui est indiqué ici avec les dangers ou les cartes des dangers. Normalement, ça veut dire qu'on tout d'abord, on essaye d'éviter les zones de danger. Et on essaie de ne pas mettre des habitations ou des infrastructures dans cette zone. Après, on profite des forêts de protection qui existent en grande partie déjà. Et si une forêt, par exemple, n'a pas l'effet qu'on en a besoin ou qu'on désire, on met des ouvrages techniques comme les para-avalanches par exemple, et si ça ne suffit pas encore, on a aussi des mesures d'organisation, comme par exemple la fermeture des routes en cas d'un événement. Ça veut dire qu'on profite de tous ces types de mesures dans une gestion intégrale des risques. Mais pourquoi le bénéfice des forêts protectrices est tellement grand? Pourquoi ils sont tellement importants à côté des autres mesures possibles? Les forêts protectrices peuvent avoir un effet protecteur contre plusieurs types de dangers en même temps. Ça veut dire contre les avalanches et les chutes de pierres, par exemple. Ce qui n'est pas ou rarement le cas pour les ouvrages, par exemple. Normalement, elles ont une durée de vie beaucoup plus longue. Elles sont aussi moins chères que les ouvrages de protection. Et elles peuvent aussi réduire les coûts d'entretien pour ces ouvrages. Et finalement, ce qui est aussi très important, elles offrent des services supplémentaires tels que la production de bois, la biodiversité, le stockage de CO2 ou aussi un espace pour les loisirs, par exemple. Maintenant, j'aimerais bien vous montrer un peu ce qu'on fait pour la quantification et l'évaluation de cet effet protecteur de ces forêts, ce qu'on fait dans la recherche, mais tout d'abord, il se pose la question pourquoi il faut quantifier l'effet protecteur, pourquoi c'est tellement important pour nous. En quantifiant l'effet protecteur, on peut donner une valeur à la fonction de régulation ou la fonction protectrice des forêts, aussi une valeur dans des termes monétaires. Ça nous permet, par exemple, de les comparer avec d'autres mesures, comme les ouvrages techniques, par exemple. Et finalement, ça peut aussi être une base pour une gestion efficace de ces forêts et aussi des dangers naturels et des risques naturels en général. Pour cette quantification, on a besoin de beaucoup de données. Premièrement, des observations sur le terrain, mais aussi des expériments ou des essais, comme par exemple des expériments avec des racines pour quantifier la force des racines, pour stabiliser le sol, mais aussi par exemple des expériments des chutes de pierre ou des expériments des glissements du terrain. Et ces données servent après pour développer et calibrer des modèles qui peuvent représenter la situation naturelle et qui permet de reproduire des événements et de faire une quantification du risque.
Aujourd'hui, on a de plus en plus des données de télédétection qui nous permet de représenter la forêt ou une pente d'une manière très exacte. Ici, vous voyez un modèle de surface à Meiringen où il y avait un feu de forêt cette année. Vous voyez les zones de feu en milieu, en brun, et ouais, on voit que finalement presque tous les arbres, et ça nous permet de vraiment bien quantifier et représenter la forêt actuelle pour après quantifier aussi les processus, par exemple. Avec un tel modèle de surface, on peut après déterminer les arbres individuels et même les auteurs de ces arbres sans faire une mesure sur le terrain, seulement sur la base de ces données de télédétection. Ici, ce modèle, ou l'origine de ce modèle est d'une drone qui a fait un vol, et après, on utilise les données qui ont été prises avec ces drones pour déduire d'autres mesures comme la hauteur des arbres. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va plus sur le terrain. C'est toujours très important d'avoir une impression de la réalité. Je dirais comme ici, par exemple, où on a mesuré un de ces blocs qu'on a vu avant à Evolène, qui a été parti. Vous voyez un peu la dimension et que c'est quand même très réaliste que ce bloc détruit tous les arbres qu'il passe. Ensuite, on fait aussi des expériments sur le terrain, comme ici un expériment de chute-pierre avec une nouvelle essence, Leyland. Peut-être vous connaissez ou vous avez déjà vu, c'est un arbre qui est déjà très fréquent en dessin, mais qui apparaît aussi ici, peut-être pas encore trop dans les forêts, mais au bord des infrastructures ou des routes. Et ici, on a testé avec ces chutes de pierre pour quantifier finalement combien d'énergie un tel arbre peut réduire. Et après, on a comparé ça à d'autres essences qui sont déjà présentes aujourd'hui. Ou ici, un autre exemple, un essai d'arrosage, c'est à Gurnigel, qui sert à pouvoir quantifier l'effet des arbres sur le régime hydrique et finalement sur les crues. Toutes ces données qu'on prend sur les terrains avec des essais, avec la télédétection, après sert pour développer des modèles de la réalité. Comme ici, vous voyez une simulation des chutes de pierre sans forêt à gauche et avec la forêt à droite. C'est la probabilité d'atteindre d'un bloc qui départ en eau. Et le grand avantage de ces modèles est qu'on peut commencer à comparer des situations différentes. On peut finalement comparer la situation réelle avec la forêt avec une situation virtuelle sans forêt pour vraiment quantifier cet effet de la forêt. Grâce à une capacité de calcul croissante, on peut aussi appliquer ces modèles à grande échelle. Comme ici,
une simulation des chutes de pierre pour tout le canton de Crisson. Et c'est clair que, dépendant de l'échelle, la précision d'une telle simulation change, mais les données qui sont déjà disponibles de la télédétection, par exemple, nous permettent vraiment de devenir de plus en plus précises aussi à une grande échelle. Alors, après, grâce à ces modèles, on peut vraiment quantifier le risque pour des scénarios différents. Par exemple, pour un scénario avec la forêt, un scénario sans forêt et un autre scénario avec une forêt différente. Par exemple, et calculer le risque pour les habitations, pour les infrastructures, pour ces situations, ces scénarios différents. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en effet, calculer le risque? Pour bien comprendre ce concept de risque, il faut bien distinguer entre le danger, qui est premièrement seulement un processus potentiel, par exemple une falaise où il y a des chutes de pierre, ou une pente raide où il y a des glissements du terrain ou des avalanches. Mais ça ne veut pas encore dire que ce danger est aussi un risque. Un risque, on a seulement un risque si on a aussi des dégâts potentiels, ça veut dire si on a des habitations par exemple, ou même des personnes qui sont en danger. Et comme j'ai déjà dit avant, seulement si on a ce risque, ou si on a ces infrastructures qui sont à risque, on parle aussi d'une forêt protecteur ou protectrice. Et si on calcule maintenant le risque sans forêt et avec la forêt, ça nous permet de vraiment quantifier l'effet protecteur, qui est finalement la différence entre le risque sans forêt et le risque avec forêt. Ça veut dire que ça nous donne les coûts évités moyens qui correspondent aux bénéfices pour notre société. Ce sont tous les coûts qu'on n'a pas, heureusement, grâce à ces forêts qu'on peut éviter. Pour illustrer, j'aimerais bien vous montrer un exemple aussi du Valais de Taches. Ici, on a calculé le risque de cette falaise énorme avec la forêt actuelle et sans forêt. Pour le village et la route de Taches, c'est le village près de avant Zermatt. Et vous voyez ici à droite le risque potentiel sans forêt et le risque actuel avec la forêt. Et cette différence est finalement le bénéfice de notre forêt, qui est notamment énorme dans ce cas. Ça veut dire que selon notre modèle, selon modélisation et selon notre calculation du risque, on a un très grand effet protecteur de cette forêt à Taches. En autre mot, cette forêt réduit le risque ou la réduction du risque correspond à 900 francs par hectare forêt par an. Et si on compare ça au coût moyen pour la gestion de ces forêts qui sont en moyenne 500 francs par hectare par an, on voit qu'on a un vrai bénéfice. On paye moins
qu'on reçoit de ce forêt grâce à la réduction du risque. Dans ce cas, on a calculé le risque pour la forêt actuelle, ça veut dire pour un état de la forêt, mais c'est clair que la forêt est un système dynamique qui change ou qui peut changer toujours. Et on essaie aussi d'inclure cet effet, comme par exemple ici où on a calculé l'évolution du risque avec une proportion croissante de l'island. L'island, c'est cet arbre nouveau qu'on observe déjà beaucoup en Tessin. Et on a calculé le risque pour un site en Tessin avec une proportion croissante de ce néophyte. Et on voit qu'on prévoit une petite augmentation de risque des chutes de pierre au futur. Et ça me prend directement à la troisième partie de ce soir, l'effet du changement climatique qui va aussi changer nos forêts. Nous savons tous qu'on se trouve dans une période d'un échauffement exceptionnel du monde. Ce graphique illustre l'augmentation de la température depuis 1850. Et comme le climat, ou qu'est-ce que ça veut dire si le climat change pour la Suisse? En Suisse, on prévoit que les étés sera plus, ça passe maintenant automatiquement, les étés sera plus chaud et plus sec. En même temps, en hiver, la limite des chutes de neige va monter et en général, on attend plus de précipitations et c'est aussi très probable, ou on observe déjà aujourd'hui que les événements extrêmes, comme la sécheresse par exemple, mais aussi les précipitations extrêmes, deviendront plus fréquentes et plus intenses. Et c'est clair que ce changement du climat a aussi un effet sur les forêts. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les forêts protectrices en montagne? En altitude, on peut attendre en général une croissance augmentée grâce aux températures augmentées. Mais en même temps, à basse altitude, on a moins de croissance à cause de ça commence vraiment à être à ne plus me suivre. À basse altitude, on a moins de croissance et une mortalité augmentée à cause de la sécheresse. Et le changement de la température et du climat va aussi changer la composition d'essence. Et en plus, on peut attendre plus de perturbations comme le vent, par exemple, ou les feux de forêt. Certains de ces phénomènes, on a déjà pu observer. Peut-être probablement vous vous souvenez des images de l'été de 2018, par exemple, ou aussi cet été où on avait un été exceptionnellement sec, qu'on a vraiment pu observer aussi dans les forêts. Et si on regarde les prédictions, comme ici par exemple pour le canton de Jura, c'est évident qu'on attend une tendance d'une augmentation de la sécheresse en futur. Mais en même temps, il y a aussi des nouveaux habitats qui vont apparaître, par exemple à
à la limite de la forêt à cause d'une augmentation de la limite de la forêt grâce aux températures augmentées, mais en même temps, il y aura d'autres habitats qui vont disparaître à cause du changement climatique. Et un effet qu'on peut aussi déjà aujourd'hui très bien observer, c'est l'augmentation des perturbations de la forêt, comme les feux de forêt par exemple, mais aussi les tempêtes. Et notamment, les feux de forêt deviennent aussi plus en plus fréquents au nord des Alpes. Pour le moment, on les connaît surtout dans le Tessin, aussi un peu dans le Valais, mais ouais, ça commence à devenir de plus en plus fréquent aussi au nord des Alpes. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'effet protecteur de ces forêts? En général, on peut dire que l'augmentation de la limite de la forêt, aussi la croissance augmentée en altitude, a un effet positif sur l'effet protecteur. On a probablement dans certaines régions, on a moins d'avalanches, par exemple, grâce à cet effet, mais le changement à cause de la sécheresse à basse altitude a certainement un effet négatif. Aussi, le changement des essences ne doit pas forcément être négatif pour l'effet protecteur, mais le problème, c'est vraiment le changement, ou cette période où il y a des essences qui disparaissent avant qu'une nouvelle forêt s'est établie. Qu'est-ce que ça pourrait... comment ça pourrait être en effet? J'aimerais bien vous montrer un exemple pour le Valais, comme je dis, toujours le Valais, pour Martigny. On a fait une étude justement au-dessus de la ville, à Martigny, vers le village de Chemin Dessus, où il y a une forêt protectrice qui protège contre les chutes de pierre. Et on a essayé de quantifier l'effet du changement climatique sur l'effet protecteur de cette forêt. Pour cela, on a fait une modélisation de la forêt future pour avoir des scénarios d'une forêt future, un potentiel pour ce site. Et on voit très bien sur ce graphe ici qui montre un indicateur de la sécheresse, que aussi cette région qui est déjà assez sec aujourd'hui va être de plus en plus sec dans la prochaine siècle. On a fait cette simulation pour 2 scénarios climatiques, un scénario modéré et un scénario extrême. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre forêt? Aujourd'hui, on a une forêt mixte qui est composée principalement du hêtre en bas, mais aussi des résineux comme la mélèze en haute altitude. Vous voyez ici la surface terrière de la forêt pour des zones, pour des différentes zones de l'altitude. La surface terrière est une mesure qui indique la densité, mais aussi la largeur des arbres. Ça veut dire, si on a une grande surface terrière, on a beaucoup de grands arbres en général. Et ça passe automatiquement de nouveau. On voit que sous le changement climatique, on attend un grand changement de cette forêt. Premièrement, la surface terrière
va diminuer et on a aussi un changement de la composition de la forêt. On attend plus de pins et de chênes pour ce scénario modéré. Et pour le scénario extrême, le changement est encore plus significatif. On attend une forêt qui est principalement composée des chênes pubescens. Ça veut dire que la forêt d'aujourd'hui est une forêt mixte pourrait ressembler à une telle forêt à droite. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour le risque des chutes de pierre? Vous voyez ici de nouveau une comparaison du risque total pour les habitations du Martigny, les chemins de fer et les routes, sans forêt et avec la forêt d'aujourd'hui. Et de nouveau, on prédit aussi ici un grand effet protecteur de cette forêt. Mais avec le changement climatique, on prévoit une claire augmentation du risque grâce à cette diminution de la surface terrière, parce on prévoit des arbres beaucoup plus petits qui protègent moins contre les chutes de pierre pour ces deux scénarios futurs. Et ouais, j'ai dit qu'on a fait ça pour un scénario modéré et un scénario extrême. Peut-être seulement pour dire ce que ça veut dire un scénario extrême, le scénario RCP 8.5 veut dire une augmentation de la température de 4,5 degrés, plus ou moins. Et ouais, ce scénario extrême devient de plus en plus moins extrême ou plus réaliste avec l'évolution actuelle. Donc, ce n'est pas complètement irréaliste. Ici, seulement pour montrer ce que ça veut dire pour la ville. Vous voyez ici le risque calculé pour la situation aujourd'hui. Si c'est rouge, c'est plus de risque. Et en comparaison, la prédiction du risque dans 150 ans sous ce scénario extrême, et on voit clairement une augmentation du risque existant, mais aussi plus de bâtiments, par exemple, qui sont à risque. Donc, ces perspectives ne semblent pas très positives. L'urgence du changement climatique est certainement là, et dans certaines régions, il faut s'attendre à de très fortes modifications de l'effet protecteur de la forêt, mais il y a aussi de l'espoir, parce que finalement, le système forêt est cependant très stable et peut s'adapter à des nouvelles circonstances. Et la forêt, normalement, peut aussi profiter des perturbations qui permettent ce changement, mais c'est une question du temps. C'est une question dans quel temps cette évaluation va prendre place. Une gestion ciblée de ces forêts protectrices peut augmenter la résilience de la forêt, favoriser l'adaptation. Et pour cela, la situation clé est la phase de la rajeunissement.
Ça veut dire qu'un nombre suffisant de jeunes plantes garantit que la forêt puisse se rétablir rapidement après des perturbations. Ouais, c'est pourquoi c'est vraiment la phase importante d'avoir du rajeunissement qui peut s'établir, ou se réétablir. Pour les cas où on a vraiment une diminution de l'effet protecteur, des approches hybrides peuvent être une solution. Ça veut dire qu'on combine la forêt avec des autres mesures comme les ouvrages, par exemple. J'aimerais maintenant essayer de tirer une conclusion de ce que je vous ai présenté. Comme j'ai déjà dit avant, normalement, la forêt peut vivre avec des perturbations. Ce n'est pas vraiment la forêt qui est en danger, c'est plutôt notre société qui est en danger parce que le changement climatique menace en premier lieu les services écosystémiques comme la fonction de protection, par exemple, à la société. La forêt va survivre le changement climatique, ça c'est clair. Ça va être une autre forêt, mais il y aura toujours de la forêt. L'augmentation de la sécheresse et des perturbations plus fréquentes et plus intenses peuvent réduire l'effet protecteur, comme on a vu. Et une gestion adaptive peut aider à gérer les incertitudes et aussi saisir les opportunités offertes par la dynamique naturelle pour pouvoir profiter de ces forêts protectrices aussi au futur. Avec ces mots, j'aimerais bien vous remercier pour votre attention et je suis ouverte pour des questions, pour des remarques de votre côté. Merci beaucoup.